Tu as vécu une expérience très difficile lors d'un stage en cabinet. Avec le recul, quel impact cette période a-t-elle été sur toi? Effectivement, je l'ai vécu et vraiment, ça m'a impacté émotionnellement parce que je me suis sentie au plus petit diminutif et surtout, je me suis sentie incomprise. Donc, je dirais même que ça a été pour moi un déclic, cet événement, pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. Parce qu'à partir de ce moment-là, je décide de ne plus chercher de l'emploi et de me concentrer sur quelque chose que je pouvais faire à mon compte. D'accord. Je vois vraiment que cette expérience a changé ta vision de voir le monde professionnel. Exactement. Exactement parce qu'aujourd'hui, Mhm. pour moi, le monde professionnel dans le contexte guinéen est très rempli de désordre. Ok. Et c'est un monde que je vois comme qui ne respecte pas la dignité humaine. Ok. Elles osent, elles dirigent, elles transforment, elles transmettent, elles inspirent. Bienvenue dans Elles sans limite, le podcast qui met en lumière des femmes audacieuses, ambitieuses, talentueuses et visionnaires qui refusent de se conformer. Ici, nous célébrons des femmes qui brisent les barrières, tracent leur voie et osent vivre sans limite. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme au parcours de Phoenix, Madame Fili Diabaté. Son histoire est celle d'une femme qui a traversé des épreuves, mais qui a toujours refusé d'abandonner. Elle a su se relever, se réinventer et transformer chaque obstacle en opportunité. Son histoire est une véritable source de résilience, de persévérance et d'espoir. Madame Fili Diabaté, bienvenue dans Elsa Limite. Vous allez bien? Ça va, merci, je vais bien. Dieu merci. J'espère que vous aussi. Ah, Dieu merci. Qui est Fili au-delà du titre entrepreneur? Alors, Philly, au-delà du titre entrepreneur, c'est une jeune dame ambitieuse et dynamique Ok. qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut Mhm. et qui est très humaine et sociale. Ok. C'est ça. D'accord, on le voit avec votre sourire là. Ça, c'est naturel. Comment décrivez-vous la jeune fille que vous étiez avant toutes les épreuves qui ont marqué votre parcours? Alors, avant ces épreuves, j'étais une jeune fille très rêveuse, comme toute jeune fille d'ailleurs. Voilà, je me dessinais un monde parfait. Pour moi, tout était facile. Et je me rappelle au lycée, je rêvais être ambassadrice de la Guinée au Canada. Donc, je me voyais entre les avions et tout. Voilà, un monde parfait. C'est de ça que je rêvais en réalité. Un monde parfait. Et Ouais. oui, comment vous le voyez actuellement? Je comprends que j'étais très naïve. Ah bon? Ouais. Oh. Tu as vécu une expérience très difficile lors d'un stage en cabinet. Avec le recul, quel impact cette période a-t-elle été sur toi? Effectivement, je l'ai vécu. Et vraiment, ça m'a impacté émotionnellement parce que je me suis sentie au plus petit diminutif et surtout, je me suis sentie incomprise. Donc, je dirais même que ça a été pour moi un déclic, cet événement, pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. Parce qu'à partir de ce moment-là, je décide de ne plus chercher de l'emploi et de me concentrer sur quelque chose que je pouvais faire à mon compte. D'accord. Je vois vraiment que cette expérience a changé ta vision de voir le monde professionnel. Exactement. Exactement parce qu'aujourd'hui, Mhm. pour moi, le monde professionnel dans le contexte guinéen est très rempli de désordre. Ok. Et c'est un monde que je vois comme qui ne respecte pas la dignité humaine. Ok. Et donc, moi, je refuse tout simplement d'appartenir à ce monde. D'accord. Et quel message tu souhaiterais donner à ces femmes qui subissent ce genre de harcèlement dans nos sociétés? Alors, à ces femmes, Mhm. je leur dirais de dénoncer. D'accord. Dénoncer parce que dénoncer, c'est une thérapie. Ok. Ça peut permettre aussi aux futures jeunes filles d'être prêtes et préparées à tout ça afin qu'elles puissent affronter de façon
aisante Ok. de telles situations. Donc, c'est de vraiment sortir du silence, de comprendre qu'il n'y a aucune opportunité qui mérite de perdre sa dignité, surtout ses principes. Voilà, donc à ces femmes, c'est ce que je peux dire. Et toi, quand tu avais dénoncé ton cas? Non, je ne l'avais pas dénoncé. Ok. Voilà, je ne l'ai pas dénoncé parce que avec la famille, c'est pas facile. On ne te croit pas toujours. Ah, Et puis souvent, quand tu dénonces, tu es critiqué. oui, tu es Donc, critiqué. par peur, j'ai pas dénoncé. J'ai préféré juste décider d'arrêter de chercher de l'emploi, c'est tout. Genre, tu as mis toutes les entreprises dans le même bouquet. Pourtant, Oui, d'autres parce sont que c'était sérieuses. même pas la première fois, c'était, je crois, la troisième fois que cela m'arrive. J'ai fait d'abord la banque, les ministères, et après, je me suis retrouvée dans ce cabinet. Et à la banque, j'ai eu le même cas. Donc, du coup, vraiment, je n'avais plus envie de chercher. J'avais juste besoin d'arrêter de chercher, en fait. Et là, dans le domaine entrepreneurial, tu penses que tu es à l'abri de tous ces harcèlements? Pardon? Dans ton domaine entrepreneurial, là, je pense que tu es toujours à l'abri de tous ces harcèlements. Non, je ne suis pas à l'abri, mais je crois qu'aujourd'hui, je suis plus forte, Ok. plus sur la défensive et je sais poser mes limites. Ok. C'est ça. D'accord, je vois. À quel moment tu as compris que tu ne voulais plus dépendre d'un emploi de salaire? C'est après l'harcèlement ou c'était avant? Déjà. Bon, déjà, je pense que c'est quand j'ai commencé mon activité. Ok. Quand j'ai commencé mon activité et que j'ai commencé à avoir la confiance des clients D'accord. qui m'appelaient de gauche à droite et que j'ai commencé à employer parce que j'avais jusqu'à 10 employés au final Ok. et que j'achète ma toute première voiture de livraison. Donc, à partir de là, je me suis dit que bah, je suis mon propre patron, donc je n'ai pas besoin en fait de chercher ailleurs. Donc, Voilà, j'étais ma propre patronne. je vois ça. Tu étais déjà salarié et entrepreneur en même temps. Non, je n'étais pas salariée. En fait, du cabinet, je Ok. décide d'arrêter. D'accord. Et donc, je prends la résolution de faire les cocos, que je commence à vendre comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que j'ai des employés, jusqu'à ce que j'ai ma voiture de livraison, jusqu'à ce que j'ai des contrats de partout. Voilà. Et là, je comprends que c'était mieux pour moi parce que mon activité se fructifiait, quoi. Et d'où t'es venue l'idée de vendre les cocos? Franchement, tu pouvais faire autre chose quand même. Ah Pourquoi ouais. le coco? Pourquoi le coco? Oui. Moi, je rappelle déjà que quand nous étions à l'université, donc chacun était censé sortir avec un projet. D'accord. Et à la sortie, nous avions décidé de mettre nos projets en commun. Donc, moi, mon projet, c'était sur la transformation des produits agroalimentaires en confiture et sirop. Et il y avait un autre projet d'un autre ami qui était la transformation des cocos en chips. D'accord. Voilà, donc, vu que nous n'avions pas de moyens à l'époque, donc, nous avions décidé de créer un GIE et on a décidé de commencer par la transformation des cocos en chips. Voilà, c'est là que j'ai appris cette activité-là. Mais bon, après, certains commençaient déjà à travailler et d'autres étaient en stage. Et il y avait nous autres qui étions concentrés sur cette activité-là. De fil à aiguille, du coup, on ne s'est pas compris. Donc, on a disloqué le GIE. Et moi, quand j'ai été victime d'harcèlement au cabinet et que je décide d'arrêter, à partir de là, je me suis dit que je pouvais faire cette activité, mais à ma manière. Parce que quand je le faisais, j'y prenais du plaisir en fait. Voilà. Ça te Donc, passionnait. ça me passionnait. Donc, j'ai apporté ma petite touche personnelle. D'accord. J'ai fait les cocos effilés, mais épicés aussi. Donc, j'ai innové dans la forme, dans le nom et même dans le process. Voilà. C'est comme ça que c'est parti. D'accord, je vois. Et là, tu te souviens de ton premier client et de ta première vente qui t'a lancé, qui a dit, oui, elle fait ça. Oui, je me souviens de ça. Comme si c'était aujourd'hui, hein, parce que je me souviens que la première fois que je prenne le courage d'aller vendre, c'était aller vers une banque en ville. Une banque. Une banque. Une belle fille qui vend des noix de ce coco. jour-là, j'étais tellement complexée. Mais j'arrive à la banque et je tombe sur deux anges. Madame Camara et Monsieur Camara, s'ils m'écoutent, je les fais bisous. Et quand ils m'ont vu,
je leur ai salué, je leur ai présenté mon produit. Et tout de suite, elle a commencé à dire, mais toi, tu t'exprimes bien, tu vas, tu es diplômée et puis tu vas. Donc, pour elle, c'était extraordinaire. Elle m'a tout de suite encouragée. Elle a fait appel à ses amis qui sont venus acheter avec moi. Donc, je suis sortie de la banque motivée et encouragée. Et depuis là, j'ai commencé à faire le tour des bureaux en ville, à Kaloum, partout, dans les banques. Voilà, et de façon très décomplexée. Jusqu'à ce qu'un jour, je décide d'aller vers une station parce que ce jour-là, je suis descendue en ville. Je n'ai pas pu écouler tous mes produits. D'accord. Voilà, j'étais frustrée, donc je pars le chemin du retour. Au niveau de la T5, je tombe sur 2 stations qui se font face. Et à partir de là, j'ai l'idée de partir vers ces stations-là. Et là-bas, on me prend toutes les 30 boîtes qui me restaient. Je n'avais même pas de facture. Donc, ils me disent, bah, faut déposer les cocos et après, tu nous ramènes la facture. C'est comme ça que c'est parti. Donc, les premiers clients, ce sont Madame Camara et Monsieur Camara. Oui. On vous salue, on vous dit merci. Hein? Ah ouais. Et ensuite, c'est la station. Oui, ensuite c'est la station, après les supermarchés, après j'ai eu des contrats partout. Voilà, parce que moi j'avais commencé avec un demi-sac de coco. Donc au final, je faisais jusqu'à 8000 boîtes par mois. 8000 boîtes. Et j'avais au moins 10 employés. 10 employés. À quel moment as-tu senti que ton activité pouvait devenir une véritable entreprise? Bon, je crois que c'est quand les gens ont commencé à porter confiance en moi. Et qu'on commence à m'appeler de gauche à droite. Voilà, et que je vois mon activité en train de porter fruit. Et j'étais indépendante financièrement. Donc, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être prêt. Quelle a été l'épreuve la plus difficile à surmonter sur le plan émotionnel? Alors, c'est compliqué de notifier une épreuve. Mais je dirais que ce qui m'a beaucoup touché dans mon parcours, c'est lorsque les problèmes sont venus au même moment, alors que je n'étais pas préparée à ça. Parce que j'ai décidé par ambition ou pour d'autres raisons d'élargir mon activité, migrer vers l'agriculture et la restauration. Les deux en même temps. Les deux en même temps. D'accord. Et malheureusement, pour moi, tout bascule, je perds tout. Et là, c'était vraiment catastrophique. Donc, c'était ça le choc. La perte, c'était par manque de gestion ou bien... Pas que par manque de gestion. Je pense que j'étais quand même très diversifiée. Mais au-delà, il y avait un problème de ressources humaines, il y avait un problème de malhonnêteté, il y avait un problème de suivi, il y avait d'autres problèmes aussi dont je préfère taire. D'accord. Voilà. Mais bon, ça a basculé. Ça a basculé. C'est ça. As-tu envisagé d'abandonner définitivement? Si oui, qu'est-ce qui t'a retenu? Alors, ça c'est tellement régulier. La dernière fois que j'ai décidé d'abandonner, c'était à la veille de mon anniversaire. Parce que le 18 mai passé, parce que j'ai vécu une situation qui m'a... Oui, le 18 mai passé là. J'avais vécu une situation qui m'avait vraiment désabusée et désenchantée. Donc, ce jour-là, je me suis dit, mais ce pays-là, en fait, c'est pas nécessaire de se battre, quoi. Si on doit passer les contrats de gré à gré, donc finalement, on n'a pas sa place, il faut arrêter. Donc, ce jour, j'avais décidé d'arrêter. Jusqu'à ce que le matin, je vois un article sur moi avec des témoignages. Je me suis... L'importance de féliciter, l'importance de Elsa Limite, de mettre en lumière. Ça, je me suis remotivée en même temps parce que ces témoignages m'avaient vraiment touchée. On pouvait qu'il y avait de quoi se battre. Ça, c'est vrai. Nous croyons en toi. Comment as-tu vécu l'endettement et la pression psychologique qui l'accompagnait? Très mal. Très mal. Très mal parce que d'abord, je perds tout sans être préparée. Je n'avais pas de stratégie. Voilà. Il y a la banque qui était au dos.
qui me menaçaient d'hypothéquer mes biens, qui menaçaient ma famille, etc. Donc, j'étais tellement désorientée que ma priorité était comment rembourser la banque. Et c'est à partir de là que je fais mes pas dans la logistique. Parce que là, j'étais à la maison, très dépressive. J'ai un ami qui m'appelle, qui me demande si je m'y connaissais en logistique. Et je lui fais oui, alors que je ne m'y connaissais même pas. Donc, il me dit qu'il a un contrat de lui chercher des camions. Et moi, je me mets droit dans les bottes. Je commence à chercher les camions. Sauf que je ne savais pas que ce monde-là aussi était tellement plein de mensonges qu'on ne pouvait pratiquement s'en sortir parce que je pouvais aller chercher des camions. Et je trouve que et le camionneur et le contrat, tout est faux. Et même mon ami qui me disait qu'il avait des contrats, c'était un mensonge. Donc, mon petit sou que j'avais aussi, je le fais. Je le fais et je reste dans ça. Il y a des gens qui me conseillent pour me dire que mais si tu vois que tout ça, ça t'arrive, c'est parce que peut-être tu t'es pas lavé, tu t'es pas, etc., etc. Les réalités de l'Afrique. Oui, Et la moi, bien mauvaise je ne savais même pas ce monde-là. Mais je vous dis que par dépression, ce fut la première fois que je m'engage dans cette démarche. Je commence à voir les marabouts. Je ne porte pas fruit. Tout le temps des sacrifices, des talismans. Bizarrement, moi, ça ne me réussit pas. Et un jour, j'ai un ami qui m'appelle, je l'explique ma situation. Il me dit, mais est-ce que tu pries? Je lui dis oui. Il dit, mais est-ce que tu fais des prières pour toi? Parce que ce que tu vis là, peut-être que tu manques de bénédiction. Bon, j'avais pris ça mal parce qu'il m'a dit que je manquais de bénédiction. Après, quand j'ai réfléchi, je dis, c'est vrai. Et j'ai commencé à prier Dieu. Je commençais à faire des prières nocturnes. J'ai commencé à découvrir le monde spirituel parce que moi, j'entreprenais, mais je ne savais pas les réalités de cette dimension-là qu'il ne faut surtout pas négliger. Et je commence à prier. Et par la grâce de Dieu, par miracle, on dit que le miracle n'existe pas, mais moi je n'ai pas la miracle. bénédiction de Dieu. Voilà. Et par miracle, la banque qui me harcelait tout le temps, fait 1 an, 6 mois sans m'appeler. Et je commence à regagner ma paix intérieure. Et je commence à réaliser qu'il me fallait cette paix intérieure-là pour pouvoir me relever, pour pouvoir comprendre certaines choses. Et par la grâce de Dieu, au même moment, un autre m'appelle un contrat qui était cette fois-ci vrai. Et de là à là, je trouve des camions et je commence à gérer une flotte de 10 camions. C'est comme ça que je commence à me relever. Donc, je dirais que ça a été par la grâce de Dieu. Et tu parles de relever. Comment as-tu trouvé cette force de te relever après cette période de dépression? Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Dieu au centre de tout. Oui, dans la prière, c'est ce que je veux dire. Qui a été ton plus grand soutien dans les moments les plus difficiles? Alors, moi, j'ai été mon propre soutien. D'abord. Parce que ma dépression, elle était silencieuse. Je n'arrivais même pas à trouver des mots pour expliquer ce qui m'arrivait. Et peu de gens comprenaient parce que les gens étaient là tout le temps. Mais toi, tu dois faire ton master, tu dois faire des études, tu es belle, tu es intelligente, tu dois chercher du boulot. Pourtant, ce n'était même pas moi mes ambitions parce que je sais ce que j'ai subi, mais eux ne le savent pas. Voilà, donc j'ai été beaucoup de mon propre soutien. Et ensuite, il y a mes soeurs, ma maman, mon père qui ont été aussi d'un soutien indéfectible. Et également quelques amis. Franchement, merci à eux, sincèrement. C'est ça. Il me faut... moi, je me dis, quand on est en période de dépression, il faut en parler. Oui, mais des fois, vous savez, les plus grandes douleurs n'ont pas de mots. On ne trouve pas d'explication aux douleurs lorsqu'elles sont très profondes. Et souvent, tu as envie de protéger aux personnes dont tu veux expliquer, au fait. Exactement. Parce que partie dire à moi, tes par parents, exemple, maman était là dans la protection. Elle me disait tout le temps, n'emprunte pas la banque. Voilà. Et moi, j'emprunte la banque. Donc, elle me dit que je suis têtue et que je devrais faire mon master, je devrais faire des études, sortir de là, etc., etc. Mon père qui a fait l'air de gauche à droite pour me trouver de l'emploi. Donc, lui, je ne l'ai même pas mis dans ce lot-là. Finalement, j'étais la seule à traverser ça psychologiquement, même si les gens ont été là après. Merci à eux. Ouais. Merci à eux, franchement.
Comment es-tu passé de cette période compliquée à la gestion de contrats dans la logistique et le BTP? Attends, de coco, hein, noix de coco, on vient à l'agriculture et restaurant. Maintenant, on se retrouve dans logistique et BTP. Mais franchement, Ouais, je viens de vous expliquer comment je me suis retrouvée dans la logistique. Je vois toute la question là, Voilà. a été déjà Je suis devenue démarcheuse jusqu'à ce que je gagne le contrat. Voilà, maintenant le BTP, c'est la même grâce. J'étais dans un restaurant, j'ai fait connaissance avec quelqu'un qui venait souvent manger dans mon restaurant. Donc on a sympathisé. Voilà, un jour il vient me confier son argent 10 millions qu'il récupère 6 mois après. Donc il me dit, Philly, je veux vraiment travailler avec toi. Moi, je dois voyager. Donc, je voudrais que tu places ton entreprise comme sous-traitante au sein de notre entreprise. Donc, on va travailler ensemble, mais je reste dans l'anonymat. C'est moi qui fais toutes les démarches et le préfinancement, on le fait à deux. Les intérêts, on se les partage. Et c'est comme ça que je commence, mais pas dans le BTP. Donc, c'est la grâce de Dieu. En fait, tout ce que moi, je peux dire, c'est pas mes efforts qui ont payé. Parce que si c'est seulement les efforts, je pense que j'ai beaucoup œuvré dans la restauration et l'agriculture. Mais je crois qu'il y avait Dieu qui était là pour moi et qui m'a béni à travers des personnes qu'il a mis sur mon chemin, qui m'ont aidé. Donc, Dieu en t'aidant, en te faisant grâce, il passe souvent par de bonnes personnes. Et moi, ce fut mon cas. En fait, moi, je me dis que l'agriculture, la restauration, c'était pas le bon plan. Le bon plan était là. Dieu avait le bon plan, mais il fallait que je passe par là. Là, pour t'endurcir un peu. C'est ça. Ça, c'est bien. Quelles qualités personnelles t'ont permis de rebondir malgré les obstacles? Alors, je dirais courage. Courage. Ouais. Endurance. Endurance. Optimisme. Optimisme. Les trois. Ouais. Ah oui, c'est ça. Lorsque tu regardes ton parcours, lequel te rend plus fier aujourd'hui? Alors, je suis fière de trois choses. D'accord. D'accord. D'abord, je suis très fière de savoir que mon attitude et mon engagement a pu motiver certaines personnes et qui, à travers moi, ont pu mener leur projet à bien. Ça, pour moi, c'est la toute première victoire de cet impact. Ensuite, je suis fière d'avoir aujourd'hui une adresse parce que grâce à Dieu, j'ai pu bâtir quelque chose dans ma ville natale. Et je pense que pour moi, ça, c'est le plus grand succès et la plus grande bénédiction que Dieu m'a accordée. Et enfin, je suis très fière de la femme que je suis devenue. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus lucide, je suis plus sage. Je ne cours plus après l'argent. Parce que j'ai compris que l'argent, c'est Dieu qui donne. Mais je suis plus focus sur le résultat. Et je suis plus concentrée sur la recherche de la connaissance. Et je me sens très à l'aise avec. Ah, c'est bien ça. Selon toi, quels sont les principaux défis auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées en Guinée? Les défis sont énormes. Il y a le manque d'accès au crédit. D'abord, qui fatigue beaucoup. Et il y a le manque d'accompagnement. Vous savez, l'État a des programmes d'accompagnement. Il y a aussi des institutions internationales qui évoluent dans ce sens, mais ces moyens sont très limités. Donc, l'information aussi ne passe que sur les réseaux. Ça fait que toutes les femmes n'ont pas accès à ces opportunités-là. Et même si ces opportunités existent, mais elles sont très limitées. Il y a aussi le harcèlement. Que moi, je pense que c'est un grand problème. Parce que quand on le subit, si tu n'es pas forte en tant que femme, tu te sens dévalorisée, tu te sens déstabilisée et parfois tu doutes même de toi. Et ça freine. Ça freine beaucoup de femmes. Et enfin, il y a aussi le manque de sororité féminine des femmes autour de l'entrepreneuriat. Parce que si les femmes arrêtaient de se voir comme des rivales, ça allait être facile pour nous de mener ce combat contre l'harcèlement et de pousser l'État afin qu'il puisse élargir ses canaux de financement, d'accompagnement des femmes. Mais puisque nous, femmes,
Nous préférons évoluer Mhm. de façon individuelle dans ce combat-là parce que chacun considère l'autre comme étant sa rivale au lieu Ok. de la considérer comme sa concurrente et qu'on se challenge avec. Malheureusement, on se regarde comme des rivales. Donc, ça, c'est aussi un frein. Il faudrait qu'on change cela. D'accord. Ah, c'est bien. Je pense qu'on va changer. Avec elle sans limite, là, beaucoup de choses vont changer. J'espère bien. Ah, ça, c'est sûr. Penses-tu que les femmes doivent encore travailler davantage pour gagner leur place et leur crédibilité dans le monde des affaires? Bon, alors moi, je pense que non, même si cela est normalisé aujourd'hui, hein, parce Mhm. que pour moi, le respect, il est humain. Ok, Donc, aucune femme ne devrait travailler 2 fois plus pour se faire respecter. d'accord. Mais je crois que les femmes doivent prendre plus de courage Ok, et doivent chercher leur affirmation économique et financière dans la société. d'accord. Et surtout, elles devraient chercher leurs compétences Ok, et rester droites dans les bottes tout ok, en gardant leurs valeurs, c'est tout. c'est tout. Ouais, il n'y a pas plus que ça. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui souhaite entreprendre avec peu de moyens? Je lui dirais de commencer tout de suite. Ah ouais. Ouais, d'être courageuse, d'être audacieuse, Mhm, de commencer et d'être prête à surmonter les défis mhm. parce qu'ils seront là en fait. Ouais, Ne pas laisser les erreurs nous définir. d'accord. Donc, de prendre plus de courage et de résilience, surtout de mettre Dieu dans tout ce qu'elle fera. Quelle est ta grande ambition, ta prochaine grande ambition aujourd'hui? Mes ambitions, mais j'en dirais une. Mhm. J'ai tellement d'ambitions. Voilà, pour moi, je n'ai pas commencé à. Non, je ne dirais pas la plus grande, Ok, mais je dirais plutôt celle qui urge. ok, c'est le D'accord? D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je veux vraiment mettre en place un cabinet de formation et pour me permettre de valoir mon talent, de partager mes expériences, Ok. les connaissances que j'ai pu acquérir pendant mon processus, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de jeunes à, à éviter les mêmes erreurs que moi j'ai commises. Et donc, voilà, c'est ça. Je forme dans la saponification, dans la transformation agroalimentaire, dans l'entrepreneuriat et je conseille en termes d'investissement. Tu as déjà ton cabinet? En ligne, En ligne. Ils voilà. s'appellent comment? FBS Consulting. MD Consulting. Et Ok. sauf que je ne développe pas, mais j'ai quand même souvent, C'est caché. oui, mais, non, mais c'est pas opportun. Voilà, mais quand même, je Ok. forme avec des entreprises, je forme avec des institutions, souvent qui me contactent. Nous réalisons déjà pour former la prochaine génération. Parce que je m'y. Je pense que. Ah, Ah, en femme, on ne va pas se soutenir. non, 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 non. Avant de soutenir, je lui donner la formation, c'est soutenir. Quelle est ta plus grande victoire personnelle et professionnelle? Ma victoire personnelle, Mhm. c'est le fait que j'ai pu me relever malgré tous ces obstacles. D'accord. Donc, cette capacité-là, pour moi, Mhm. a été une victoire Ok. personnelle. Et professionnelle, je dirais l'impact que j'ai fait D'accord. sur le social. Sur le social. Ok, ça c'est bien. Quel message aimerais-tu transmettre aux femmes qui traversent actuellement une période difficile? Alors, à ces femmes, je leur dirais de prendre leur destin en main, de savoir que les zones d'ombre ne définissent pas la vie d'une personne et que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, parce que les obstacles, on vivra avec quoi? Ouais. Ils sont là. Mais quelle que soit leur ampleur, qu'on sache qu'il y aura peut-être une petite porte d'ouverture pour nous. Et ça se passera dans l'endurance et surtout dans la foi. D'accord. C'est ça. Qui est ton modèle de femme? Ma maman? Ta maman. Ouais. Et ta maman. Et qui est la femme qui t'inspire? Moi-même. Toi-même. Intéressant ça.
Je m'inspire parce que j'ai tout vécu en fait. J'ai tout vécu. De la patronne, je suis descendue tout bas. Je suis devenue intermédiaire, démarcheur, etc. Donc, pour moi, je m'inspire, tout simplement. Voilà. Tu te regardes, tu dis, ouais, fini, tu peux le faire, Je peux le faire. Et même si c'était à refaire encore, je le referais. Et Donc, tu inspires beaucoup de je n'ai beaucoup pas de de femmes complexe à le faire, en fait. Pour terminer, que signifie pour toi une femme sans limites? Alors, pour moi, une femme sans limite, c'est celle qui se dépasse. OK. D'accord? Celle qui sait se relever à chaque fois qu'elle tombe, OK. tout en restant digne et valeureuse. OK. Pour moi, c'est ça, une femme sans limite. Limite. C'est sur ce mot que nous allons terminer ce tout nouvel épisode de Elle sans limite. Nous étions avec Madame Philly Diabati, une femme au parcours inspirant, aux multiples casquettes comme vous venez de l'entendre. S'il vous plaît, allez l'écouter, suivez, abonnez-vous, partagez. Je vous remercie. À la prochaine.